Bonjour, bienvenue à Durham Sud. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes donc à Durham Sud le 6 juillet 2019. Alors la semaine est terminée. Nous retournons demain à Montréal. J'étais content de retrouver cette cabane. Vous entendez le vent dans les feuilles. Je vous lis un petit passage de ceci. Improvisation et arrangement. Une série d'entretiens qu'a donné le poète Dominique Fourcade. Dominique Fourcade à qui on doit l'anthologie des textes d'Henri Matisse. Il a passé 10 ans de sa vie à accumuler une bibliothèque extraordinaire consacrée à Matisse. Et il a passé donc 10 ans de sa vie à suspendre son activité de poète pour littéralement s'immerger dans l'œuvre de cet artiste absolument extraordinaire qu'est Matisse. Et donc, improvisation et arrangement, le titre nous rappelle le jazz, nous rappelle Miles Davis, nous rappelle Coltrane. Donc, c'est une série d'entretiens qui a été... l'édition est établie par Adrien France Lanard et Caroline Andriot-Seillant. Alors, c'est des entretiens qui vont du début de la carrière de Dominique Fourcade, du début des années 70, et les tout derniers datent des années 2010. Alors, ce qui m'a beaucoup... Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Bien, très curieusement, pour la petite histoire, j'ai acheté ce livre-là dans une librairie de livres d'occasion, en même temps que j'ai acheté le roman Matisse d'Aragon, publié à la collection Quarto. J'ai acheté les deux, sans avoir fait le lien avec le fait que Fourcade a été à l'origine des écrits de Matisse, qu'il les avait colligés. Il n'y avait pas une sorte de coïncidence autour de la figure de Matisse. Parfois, hein. Et assurément, je n'ai pas encore lu le roman de Matisse, mais je suis absolument convaincu que c'est un livre extraordinaire. Tant Aragon et... Je pense que c'est peut-être le plus grand écrivain français du XXe siècle. C'est sûr, ses énoncés grandiloquents ont quelque chose de lassant et d'exagéré au fond. Mais sa défense de l'infini, le paysan de Paris, Aurélien, sont des livres extraordinaires, de finesse, de délicatesse, de poésie, de précision, hein, et d'intensité. Sa défense de l'infini, qui est un livre extraordinaire écrit à Venise, hein, suite à une déception amoureuse. Alors, je vais vous lire quelque chose, je vais vous lire un petit passage. Je vais vous lire un petit passage d'un entretien qui a été publié dans la revue Europe, le numéro 744, en avril 1991. Un entretien avec Marguerite Aladjian et Jean-Baptiste Parra. Voici à présent un autre point sur lequel je souhaite revenir. Il y a des moments extrêmement troublants sur la pratique de mon métier où je m'aperçois que certains poètes du passé sont encore techniquement en avant de moi. Par exemple, à travers une lecture scrupuleuse de la poésie
d'Emily Dickinson, on constate que la coupe des vers est d'une violence et d'une absence de conventionnalisme qui demeure aujourd'hui inégalée. Ces coupes ne sont nullement rendues par l'édition Johnson, 1954-55, que l'on croyait définitive et fidèle. En outre, si l'on se reporte au manuscrit d'Emily Dickinson, on découvre que chaque poème, ou presque, est suivi en bas de page d'un alignement de mots sans lien apparent les uns avec les autres, que Thomas Johnson avait pris pour des variantes et qui en réalité, on s'en est aperçu tout récemment, font partie du corps du poème, sont des juxtapositions brutales et rapidissimes de mots, un peu comme les chutes dans les morceaux joués par Dizzy Gillespie ou Charlie Parker, pour ne citer qu'eux dans le domaine du jazz. C'est un ajout à la chair même du poème, d'une forme la plus moderne qui soit, ce qu'aucun d'entre nous n'a osé jusqu'à présent. C'est une intimation à égaler Emily Dickinson en courage et en audace. À partir du moment où l'on a vu, non sans trouble, quelqu'un réaliser certaines opérations poétiques, on peut les réaliser soi-même et en produire de plus complexes. Mais il est tout de même étonnant qu'un poète qui a vécu un siècle avant nous, dans ce climat de conformisme redoutable de la Nouvelle-Angleterre, ait été un esprit si libre et si avancé. Cela nous oblige à nous demander où se niche et où réside la liberté. En tout cas, je suis heureux que cet entretien me donne l'occasion de dire qu'Emily Dickinson est en avant de nous. Ce fait est pour moi constitutif d'un vertige au sein duquel je cherche à rassembler mes forces. Quelle phrase extraordinaire, hein? Ce fait est pour moi constitutif d'un vertige au sein duquel je cherche à rassembler mes forces. En vous écoutant, je me rappelle ce que déclarait Emily Dickinson à Thomas Higginson. Si je lis un livre et qu'il rend mon corps entier si froid qu'aucun feu ne pourra jamais le réchauffer, je sais que c'est de la poésie. Si je ressens physiquement comme si le sommet de ma tête m'était arraché, je sais que c'est de la poésie. Ce sont donc les seules façons que j'ai de le savoir. Y en a-t-il d'autres? En ce qui concerne votre propre poésie, je suis frappé par son aspect à la fois aérien et impétueux, par ce limpide mélange de douceur et de violence qui s'y fait jour. Mais justement, vous écrivez, et cette phrase-là, elle est sublime, « L'être aspire à un taux poétique, cruel, non à du sens. » L'être aspire à un taux poétique, cruel, non à du sens. Il me plaît que vous évoquiez ce point. La question du sens est une question qui, selon moi, a été la plupart du temps mal posée par les lecteurs de poésie et par les poètes eux-mêmes. Je ne sais comment aborder ici cette question si complexe. Peut-être en disant ceci. Ce que j'aime le plus dans ma armée, c'est ce que je comprends le moins. Pour qu'il y ait poésie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait du sens. En revanche, il est exclu de dire que la poésie peut se cantonner dans le non-sens. Il peut y avoir du sens à l'inintelligible. La difficulté pour nous écrivains est que nous travaillons avec des mots et qu'à chaque mot est liée la notion du sens de ce mot. Nous travaillons avec des mots qui n'ont jamais été employés avant nous sans avoir un ou plusieurs sens possibles. Nous avons à nous battre avec cela parce que nous travaillons avec la chair même du mot et notre devoir est de lui enlever
son sens. Non pas qu'il s'agisse de donner un sens plus pur au mot de la tribu, ce n'est pas ce que j'entends faire, et je me refuse d'ailleurs à parler de pureté. Les poètes ne sont pas plus purs que leurs prédécesseurs ou que ceux qui ne sont pas poètes. Simplement, nous avons conscience de la langue comme corps, et nous œuvrons dans ce corps sans avoir un souci de sens. Le souci de sens est un des plus grands dangers et l'un des aspects mineurs du travail de la poésie. Pour autant, nous ne saurions nous couper de tout sens. Il y a un au-delà du sens qui apparaît dès lors qu'on s'est séparé du sens et qui rejoint la part la plus mystérieuse et la plus vraie, et non pas la plus pure, de ce que nous pouvons éprouver dans l'alignement des vers et des mots, sans que cela corresponde nécessairement à quelque chose d'articulé, d'intelligible. La poésie et ses interprétations font la part trop belle au sens, et pourtant, nous ne pouvons nous mouvoir dans le non-sens. C'est dans cet étau que nous nous situons aujourd'hui. Ouais, un étau entre le sens et le non-sens. Dans Exbo, vous parlez de rail et sans doute peut-on y voir une allusion au vers. Vous écrivez « Il n'affiche pas de destination. Toute la question des rails, c'est de les laisser luire. » Pour partie, la poésie serait donc matière infragible et lumineuse. Je pense que les mots sont de l'espace, du temps et de la lumière. Quant au rail, c'est cette formidable impression d'être guidé, d'être à la fois tiré et poussé dans un écartement qui nous est dicté par les mots, par l'enchaînement de la langue. Je considère qu'il n'y a pas de vers libre. La notion de vers libre, pour moi, n'existe pas. Vous voyez, je viens de tuer ce moustique dont le corps est gorgé par mon propre sang. Il a été foudroyé d'un geste sec et rapide et mes doigts sont mouillés de mon propre sang qui sèche très rapidement par le vent, la lumière, le soleil, le bruissement des feuilles, le bourdonnement des insectes tout autour de moi. C'était engagé, en fait, ce moustique a connu l'extase. Je suis comme une grosse planète, hein? Une grosse planète chaude, une grosse planète accueillante. Et lui, eh bien, il a planté son dard, il a siphonné mon sang. Il est mort dans une grande jouissance. Il est mort en état d'extase, au fond. Je vais vous lire un dernier passage. Vous puisez le matériau de votre œuvre non seulement dans une réflexion sur l'art de vos prédécesseurs, peintres ou poètes, mais dans les domaines les plus diversifiés du monde où nous vivons, dans un réel observé et immédiat. Je ne suis certes pas le premier ni le seul. Les œuvres de Shakespeare ou de Rimbaud procèdent en grande partie d'un réel observé et immédiat. Là où j'interviens peut-être avec ma note personnelle, c'est que dans le réel tel que je l'appréhende, il n'y a pas de hiérarchie de valeur. Je pourrais dire que j'écris aussi bien mon poème à partir d'une semelle de chaussures qu'avec le sourire de la Joconde. Je n'exclus rien de ce que l'on considère comme trivial ou de ce que l'on tient pour sublime
Mon répertoire des matériaux souhaiterait être aussi vaste que possible. Ma journée étant faite, comme pour tout être humain, de moments d'absolu et de moments médiocres et banals, je ne peux envisager d'écrire un poème où je ne retiendrai que les éclairs d'absolu. Le poème se fait en objectivant toute réalité, sans exclusion, qu'elle soit d'ordre psychologique, sexuel, métaphysique, matériel, et en étalant tout cela sur la page, à plat, en travaillant la langue, qui est la seule façon dont toutes ces notions peuvent exister. Ô réel qui nous inonde d'autorisation, écrivez-vous dans le ciel, pas d'angle. Oui, tout à fait. Je me rappelle mes conversations avec cette immense figure qui a tellement marqué ma jeunesse. Je veux parler de René Char. Nous évoquions un jour ces lignes à haute tension, posées par les ingénieurs de l'EDF et qui enlaidissent tout, ou en tout cas déchirent le paysage. Et Char refusait cette réalité honnie. C'était l'ennemi et il ne pouvait l'inclure dans son poème. Pour ma part, je veux bien croire qu'il s'agisse là de l'ennemi, encore que ce soit un peu trop facile. Mais même si c'est l'ennemi, je l'inclus. J'inclus le pylône à haute tension et la centrale atomique. Il faudrait inclure aussi le Tim Horton, le Tim Horton de Richemont, qui est fiché en haut d'une quasi-montagne, d'une colline à tout le moins, et qui domine le paysage. Le paysage est d'une beauté, c'est vallonneux, c'est verdoyant, et là tout à coup il y a cette chose rouge et blanche, criarde, et dont c'est marqué sur la porte. Wi-Fi pour tout le monde. Connexion universelle pour tous les voyageurs. Il n'y a pas de voyageurs à pied, là. Tous les voyageurs sont motorisés. Grands véhicules, roulottes motorisées, motos. Très, très, très peu, je n'ai même pas vu une seule bicyclette. Et c'est un lieu le Tim Horton. Alors, il faudrait faire de la poésie avec Tim Horton. Une ode, non pas sublime, à Tim Horton. Et ces gâteaux trop sucrés, trop gras. Et sur les murs du Tim Horton, les affiches des convictions écologiques et éthiques. Quelque chose, tous nos produits sont éthiques. Et là, il y a une photo d'une vallée comparable à celle, oui, le Tim Horton de Richemont. La beauté n'est plus que dans notre esprit, finalement. Je m'attends toujours à voir derrière quelque animal magique surgissant de la forêt, cerf, daim. Je vous ai parlé, de Ron qui depuis 20 ans construit un bateau qui jamais ne prendra l'eau. Je vous ai parlé de ces grenouilles qui sont de plus en plus rares. Pluie acide, effet de serre, changement climatique. Mais il a tenu quand même à me rassurer sur un plan, je vais conclure là-dessus. La tortue des bois, il y a des tortues des bois qui sillonnent le terrain. Et il y en a vu une à peine il y a quelques jours encore. Une grosse tortue qui devait avoir, d'après sa dimension, une 60aine d'années. Une tortue vieille comme moi, une tortue vieille comme le monde, parce que je n'ai pas que 60 ans, j'ai 13 milliards d'années d'existence aussi. Je suis vieux comme le monde, hein. Le Tim Horton aussi est vieux comme le monde. Alors c'était
ce livre-là, je ne connaissais pas, Dominique Fourcade. Je vais sans doute me procurer quelques-uns de ces recueils de... Je vais sans doute, oui, bah pas sans doute, mais je vais me procurer quelques-uns de ces recueils de poésie. Mais pour l'instant, j'entre par le biais, par le commentaire sur ce qu'il dit sur son propre travail. C'est très, très, très intéressant. Ouais. Oui, d'abord, je reçois beaucoup des autres. Je reçois beaucoup. À partir de l'âge de 40 ans ou de 35 ans, j'ai vraiment commencé de recevoir beaucoup et de comprendre que je pouvais recevoir, sans être détruit, beaucoup de ce que faisaient mes contemporains. J'ai raconté que dans ma jeunesse, je voyais Gérard Masson travailler, écrire de la musique, mais je ne le recevais pas, parce que la méthode était trop développée pour ce que je pouvais comprendre à l'époque. Mais à partir du moment où moi-même j'ai pu accéder à tout ça, je n'ai pas arrêté de recevoir. J'ai vu Antaï travailler, qui est un des grands artistes. Un des hommes qui a le plus compté, et qui compte d'ailleurs aujourd'hui, le plus comme ami, mais comme artiste aussi, le voir travailler. Quand je lis un poète comme Claude Royer-Journoux, ou que je lis une poète comme Suzanne Hall, les lisant, je les vois travailler. Je vois comment c'est fait, comment ils font, et comment ils ont fait. Discutant avec eux, je les vois encore plus travailler, et je prends. Vous n'imaginez pas ce que je prends aussi. Je suis absolument comme Picasso, dont Giacometti redoutait la venue dans son atelier, parce qu'il prenait tout ce qu'il y avait à voir. Je prends un maximum de choses de ce que les autres font pour le mettre dans mon saladier. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Savoir recevoir, hein? C'est un don que de savoir recevoir. On écoute le vent. J'espère toujours quelques bêtes lumineuses bondissent là derrière, au petit sentier. Je pourrais peut-être tenter une expérience ce soir. Ouais, peut-être je pourrais faire ça. Ça n'annonce pas de pluie. Enregistrer pendant des heures dans l'espoir de voir un animal surgir. Voilà, c'est tout.